Qui n'a pas de souvenirs d'enfance en lien avec le sable? Que ça soit creuser des trous dans les bacs à sable à l'école, de bronzer sur les plages ou de construire des châteaux sans se soucier de combien de grains il en faut pour en faire un. Mais on n'en trouve pas que sur les plages, on l'utilise partout. On utilise du sable dans la construction de bâtiments, de routes, de dentifrices, de verres, d'écrans pour les ordinateurs et comme purificateur d'eau. Le plus qu'on y pense, le plus on a l'impression que le sable est partout et infini, que c'est une ressource abondante et inépuisable. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes en train de faire disparaître nos plages et de les transformer en un simple souvenir. Le Palm Jumeirah à Dubaï est un réel spectacle architectural et a utilisé 120 millions de mètres cubes de sable. Cet incroyable archipel artificiel a été construit à partir de rien. Ce genre d'approche est de plus en plus populaire, pour de nombreuses raisons. Dans un monde de plus en plus peuplé, la nécessité d'avoir plus d'espace est importante. Et avec ce genre de projet, on peut accroître l'espace utilisable sur une même superficie au vertical ou étendre ses frontières dans l'eau sans faire la guerre à d'autres pays. Plusieurs pays ont répondu à la demande d'espace en augmentant leur masse terrestre par le dragage et le dépôt de quantités de sable vraiment stupéfiantes. C'est au XIIIe siècle que les Pays-Bas marquent l'histoire avec la poldérisation. Ces dernières années, c'est plutôt le Bangladesh, Dubaï et Singapour qui emploient des techniques similaires pour faire des terre-pleins. La différence entre les polders et les terre-pleins, c'est que les terre-pleins sont élevés au-dessus du niveau de mer et sont dédiés à l'habitation. Prenons l'exemple de Singapour. Depuis 1965, sa population est passée de 1,8 million à 5,9 millions aujourd'hui. Et ainsi, la densité de population de la cité-État s'est presque quadruplée, passant de 2600 habitants à 8300 habitants par kilomètre carré. Pour faire face à cette explosion démographique, Singapour a fait recours au dragage et a accru sa superficie de 22%. Son dernier méga-projet, le Marina Bay Sands, est l'une des structures les plus chères au monde et a été construit sur un terre-plein qui n'existait pas il y a quelques décennies. Et en 2009, à Dubaï, le plus haut gratte-ciel a été inauguré, le Burj Khalifa, qui mesure plus de 820 mètres de haut et a utilisé 85 000 mètres cubes de sable. Mais sur ces 820 mètres, il y a presque un tiers qui est inhabitable. Bon, ce qui me fascine réellement dans ces histoires, c'est l'origine du sable. Par exemple, quand on pense à Dubaï et les Émirats Arabes Unis, on pense à ça. Avec ces ressources désertiques inépuisables, il suffit de déplacer du sable du désert aux agglomérations. Mais les Émirats Arabes Unis n'ont pas utilisé leur propre sable du désert, du Rub al Khali. Pour les Palm Islands, dont la Palm Jumeirah fait partie, Dubaï a dragué le golfe Persique. Et pour le Burj Khalifa, Dubaï a dû importer du sable d'Australie, bien qu'elle semble disposer de quantités de sable qui feraient rêver n'importe quel chat. Dubaï est incapable d'utiliser les grains de son propre désert. Cela se résume à la structure moléculaire du sable en question. Le sable de chaque plage et désert a une empreinte unique, qui est propre à son environnement. La composition, la couleur et la structure granulaire du sable sont le résultat des roches sources dont il provient, mais aussi des processus naturels qui modifient le sable sur des vastes périodes de temps. Le sable du désert est façonné par le vent et le rend beaucoup trop lisse, alors que le sable des plages et des rivières adhère plus, se lie mieux et rend le béton plus stable, comme le sable que Dubaï a acheté de l'Australie. Et ça, c'est un facteur crucial si vous êtes sur le point de construire des bâtiments de plusieurs milliards d'euros, ou lorsque vous cherchez à entasser du sable pour construire des îles. Le sable est la matière première la plus utilisée dans le monde après l'eau. Si cela peut vous aider à mettre les choses en perspective, en 2020, la masse anthropogénique a dépassé toute la biomasse vivante. C'est-à-dire que la masse totale des objets et infrastructures créés par les humains surpasse actuellement la masse de toute la végétation et des êtres vivants. Or, la masse des 7 milliards d'humains ne représente seulement 0,01% de la biomasse mondiale.
Dans cette même étude, on peut voir que la majorité de cette masse anthropogénique est composée de granulats et de béton, qui sont majoritairement composés de sable. En plus, le sable est également utilisé pour créer du verre et des composants électroniques. Aujourd'hui, 2/3 des constructions mondiales sont réalisées en béton. Mais nous n'avons pas seulement besoin de sable pour construire de nouvelles choses. Nous en avons également besoin pour entretenir ce que l'on a déjà fait. Pour toutes les ressources que les îles de Palm Jumeirah ont nécessitées jusqu'à présent, il leur faut bien plus. Des images de NASA montrent qu'elles s'enfoncent au rythme de 5 mm par an. Il faut donc en rajouter tous les ans. Puis, pour la maintenance de bâtiments et de l'infrastructure comme les autoroutes et les ponts, c'est la même chose. Pendant que ces constructions vieillissent, il faut de plus en plus les entretenir. Donc, il faut de plus en plus de sable. Puis l'humanité continue à faire pousser les bâtiments comme des champignons. Par exemple, la Chine a utilisé autant de sable au cours des 4 dernières années que les États-Unis au cours de tout le XXe siècle. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la production de ciment et béton devrait baisser en Chine à long terme. Mais des augmentations sont prévues en Inde et dans d'autres pays en développement. Pour développer leurs économies, ces pays ont besoin d'infrastructures, ce qui entraînera forcément une croissance de la production mondiale de ciment. Et ça, jusqu'en 2030 au moins. Mais il est facile de pointer du doigt les autres. Les pays développés comme la France figurent également parmi les plus grands importateurs, tout comme le Canada, la Belgique, l'Italie, la Corée du Sud, l'Allemagne, la Suisse. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, chaque année, 50 milliards de tonnes de sable sont extraites des lacs, des lits de rivières, des côtes et des deltas. Par personne, cela représente 18 kg par jour, soit 6570 kg par an, plus que le poids d'un éléphant. Et à cette pénurie provoquée par les humains s'ajoute une autre question de plus en plus inquiétante. L'élévation du niveau de la mer. L'économie de l'île de Ré et de l'île d'Oléron se repose en grande partie sur leurs plages et le tourisme. Mais avec la montée des eaux, ces îles perdent chaque année une partie de leurs plages. Comme le montre cette carte établie par BRGM, l'île de Ré et l'île d'Oléron seront ainsi exposées à la submersion marine si le niveau des eaux augmente d'1 mètre. Selon les rapports du GIEC, c'est un scénario possible à la fin du siècle si nous ne changeons pas de cap. Et on voit déjà l'impact du réchauffement climatique aujourd'hui. Dans un entretien publié dans le journal du CNRS, l'océanographe physicien Bruno Castel explique l'impact du changement climatique sur le littoral aquitain. Les marées, la houle, le vent, la pénurie des stocks sédimentaires ou encore l'activité humaine entraînent en effet un recul de trait de côte d'en moyenne 0,5 à 1 mètre par an. Il peut dépasser localement 4 mètres par an, comme dans le nord de la côte girondine ou le sud de l'île d'Oléron. Alors que dans un article du Parisien, on parle d'une perte de 20 mètres par an sur ces îles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces îles sont en train de disparaître telles qu'on les connaît aujourd'hui. Évidemment, ce n'est pas qu'en France où ce genre de phénomène a lieu. En Indonésie par exemple, ce sont des îles entières qui ont disparu. En 2020, 2 îles indonésiennes ont été englouties par la montée des océans. Mais ce n'est pas que la montée des eaux qui font disparaître des îles. Comme je vous le fais comprendre depuis le début, c'est nous les humains qui causent une énorme partie de ces pertes. Encore en Indonésie, au moins 24 petites îles ont disparu depuis 2005 en raison de l'extraction illégale de sable. Et cet article est sorti en 2010. Aujourd'hui, le nombre est probablement bien plus élevé. Et dans de multiples autres pays, des plages entières ont été dérobées de leur sable, comme en Maroc ou dans les Caraïbes. De nombreux rapports alertent du fait qu'au rythme actuel, nous utilisons tout simplement trop de sable pour que la nature puisse le reconstituer à temps. Conscient de ce fait, de nombreux pays ont pris des actions, comme la Malaisie qui a interdit ses exportations vers le Singapour et le Cambodge qui a cessé toute exportation. Quand il y a trop de demandes pour une ressource importante et limitée, il y a des cartels, de la violence et de la contrebande qui se forment. Pourquoi faire de la contrebande de quelque chose qui est littéralement partout? Aussi étrange que cela puisse paraître, les mafias du sable sont bien réelles et ils ne ressemblent pas à l'image que vous avez probablement en tête. Mais si Clemenza peut trouver un moyen de me planquer un revolver quelque part à l'avance, alors je les tuerai tous les deux.
En Inde, des centaines de personnes sont tuées par cette mafia. Sans discrimination, ils tuent des représentants du gouvernement, des gardes forestières, des policiers et des personnes qui travaillent dans l'exploitation de sable. En plus, les conséquences de l'extraction illégale sont clairement visibles en Inde. L'environnement et sa faune et flore sont anéantis. Les terres agricoles deviennent polluées, les fondations d'infrastructures sont arrachées et finissent par s'effondrer. Et malgré tout ça, près de 75 000 personnes continuent à travailler pour la mafia de sable. Peut-être que ces personnes ont peur d'être assassinées, comme les nombreux morts qui ont essayé de dénoncer leurs activités. Mais le problème n'est pas aussi simple que le scénario d'un film Marvel, où un méchant est la cause de tous les problèmes. Je suis un dieu, stupide créature. Je ne me laisserai pas malmener par... Ah, c'est marrant, ça rigole bien. Après l'interdiction de l'extraction du sable, de nombreuses personnes qui dépendaient de la collecte et la transportation du sable se sont soudainement retrouvées sans travail et sans revenus. Sans industrie aux alentours pour le remplacer, ils n'avaient plus de quoi gagner leur vie ou de nourrir leur famille, et tombèrent dans la pauvreté. Mais malgré l'interdiction en place, la demande en sable ne disparaissait pas. Sure enough, we catch one red-handed. At first, neither man is keen to talk. Eventually, they tell us they know what they're doing is illegal, but they don't have much choice. बुरा तो लगता है, लेकिन ये जिसका जिसमें लक लग गई तो बस वही पेट के लिए तो सब कोई करता है। उस तरह की मजदूरी में हम नहीं काम कर पाते, अपना इसी तरह गाड़ी चलाते हैं, इसमें हमको थोड़ा दो पैसा ज़्यादा मिल जाता है। En regardant cette vidéo, il y a des fortes chances que vous vous dites qu'il suffit simplement d'arrêter d'utiliser du sable partout dans le monde. Mais ce n'est pas aussi simple. Comme on vient de voir, pour beaucoup de personnes, c'est leur seul moyen de gagner leur vie. En plus, de nombreux projets fondés sur le sable permettent de sortir des personnes de la pauvreté, comme en Bangladesh, où le gouvernement a créé des terre-pleins pour créer des habitations afin de lutter contre la crise croissante des sans-abri, qui est causée par l'érosion des rivières et le réchauffement climatique. Et en règle générale, une demande croissante en sable dans un pays signifie le développement d'infrastructures, de la croissance économique et donc des emplois et ainsi de multiples opportunités pour sortir de la pauvreté. Comme on a vu, de simplement interdire l'extraction du sable engendrerait un marché noir incontrôlable qui se repose sur l'exploitation des plus pauvres et empêcherait d'entretenir des habitations, des hôpitaux, de l'infrastructure et toute autre construction clé pour la vie d'aujourd'hui. En me penchant sur ce sujet, je me suis vraiment rendu compte à quel point la civilisation d'aujourd'hui s'est construite sur du sable. Et malgré les quelques institutions qui ont publié des rapports sur ce sujet, comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'ADME, il est honnêtement étrange de constater le peu d'attention accordée à la pénurie qui s'approche. Une pénurie qui aura un impact social, politique, économique et environnemental d'une manière drastique. Bon, nous ne sommes pas encore au stade critique, mais les changements qui peuvent répondre à ce problème prennent énormément de temps à se mettre en place. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous devons agir maintenant. De la coopération internationale et des lois doivent être mises en place pour déterminer où et comment le sable peut être extrait. On doit concerter, sensibiliser et accompagner les autorités régionales, mais aussi mobiliser les acteurs du secteur et répondre aux besoins des personnes qui dépendent de cette industrie pour survivre. Mais on doit également chercher d'autres solutions, comme des méthodes pour recycler le béton, limiter les constructions qui ont peu d'utilité, utiliser d'autres matériaux de construction plus durables et adaptés au type de bâtiment qu'on construit, au lieu de toujours utiliser du béton et ciment par habitude. On pourrait également construire des bâtiments avec une vision à long terme. De nombreux bâtiments sont construits avec une idée en tête, et une fois que le bâtiment ne sert plus cette idée, il est abandonné ou démoli. Pour autant, on pourrait construire des bâtiments qui s'adapteraient plus facilement à d'autres besoins dans l'avenir. Bon, toute cette histoire se résume par un problème plus général. Aujourd'hui, on cherche toujours à avoir plus, le plus rapidement possible pour le moindre coût. Mais il est grand temps qu'on remette en question ce modèle économique. Bien que ça coûte moins d'argent, les coûts environnementaux et sociétaux vont être extrêmement élevés. Et il est grand temps qu'on arrête de faire l'autruche et qu'on sorte nos têtes du sable.
Bon, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Et également prendre l'opportunité de rapidement mentionner les trucs dont je n'ai pas pu parler. Alors, le sable du désert est compliqué à utiliser car comme je l'ai dit, il est trop fin. Mais de l'utiliser pour créer du verre ou pour créer des composants électroniques, ce n'est pas possible car ce type de sable contient trop de polluants, comme du fer, et qui le donne sa couleur orangée si typique. Bon, on parle de polluants mais c'est du fer qui est naturellement présent. Et même si plus en plus de techniques sont développées pour répondre à ces problèmes, d'extraire les polluants, à cause de l'économie d'échelle et des étapes de traitement en plus, ça restera bien plus coûteux que de surexploiter les autres ressources de sable. Je n'ai pas non plus mentionné comment le verre et l'électronique, qui utilisent également beaucoup de sable, jouent un rôle dans la pénurie à venir. Je n'ai pas non plus mentionné que la production de ciment et de béton est un énorme émetteur de gaz à effet de serre. Même si les producteurs de ciment font du greenwashing en parlant de développement de ciment avec des émissions réduites, cela ne résout toujours pas l'autre aspect du problème, la disparition du sable. Le processus naturel de comment le sable se forme sont également longs et compliqués. J'ai donc évité ce sujet. Et comment les humains ont un impact indirect et directement sur ces phénomènes, je n'en ai pas vraiment parlé non plus. Comme par exemple, il y a les barrages d'eau qui bloquent le sable à un endroit et ralentissent les processus naturels qui forment le sable. Bon, il y a plein d'autres exemples sur ce sujet et j'ai pas envie de rentrer en détail là-dessus. Mais si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à fouiller dans le lien du Google Doc pour lire les articles que j'ai utilisés pour faire cette vidéo. Et merci pour votre temps.